Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Dans ce 7e épisode, nous allons voyager entre tradition, dépassement de soi et transmission avec Raphaël Maisonnier, cofondateur de Fasterclass, un organisme de formation spécialisé en compétences humaines. À travers son intelligence sensorielle, Raphaël nous ramène à l'esprit de Noël, une période de souvenirs gourmands et chaleureux, de voix qui s'élèvent autour des débats, des jeux entre cousins, du tintement des verres et de la symphonie des oncles et des tantes. Ces temps précieux d'émotions où les familles s'animent. Il nous parle aussi des bienfaits de l'endurance physique acquise par ces pratiques sportives, individuelles et collectives, comme la puissance d'un ultra-trail avec la musique du Roi Lion dans les oreilles, ou comment s'épaissir le cuir et ne jamais abandonner. Il nous partage ses rituels précieux, comme celui de la gratitude partagé chaque semaine en courant avec ses amis. Vous découvrirez comment ces expériences façonnent l'entrepreneur qu'il incarne et pourquoi elles sont si importantes pour apprendre, transmettre et évoluer ensemble. Nous parlerons formation du futur avec le bon timing et un entraînement régulier, tout comme un sport. Nous aborderons l'art du feedback, cet outil puissant pour améliorer nos relations, renforcer les équipes et aiguiser sa communication. Vous découvrirez le secret qui permet de prendre de la hauteur et faire preuve de discernement. Et nous terminerons par une grande leçon d'optimisme. Je vous sens curieux de découvrir cet épisode, alors installez-vous confortablement, respirez largement et laissez-vous porter par l'esprit de mon invité qui va tout de suite se présenter. Je suis Raphaël Maisonnier, je suis un entrepreneur optimiste, je dirais, sportif et curieux, je me définirais comme ça, et passionné de l'apprentissage. Waouh, alors dis donc, ça c'est une belle équation, hein. C'est ambitieux comme équation, mais Ouais, j'aime bien. C'est ambitieux, c'est dur de se réduire à quelques mots comme ça, mais voilà, la curiosité, le fait d'apprendre, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Le plus gros investissement qu'on puisse faire, c'est pas d'acheter des voitures, des apparts, n'importe quoi. Pour moi, c'est d'investir dans l'éducation, notamment. J'avais une grand-mère qui était prof, j'ai un parrain qui était prof, une marraine qui était prof, un oncle qui est prof. Depuis que je suis tout petit, mes parents me disent qu'ils sont ravis j'ai eu beaucoup de chance, ils ont pu me payer mes études, mais ils étaient ravis de le faire parce que c'était le meilleur investissement qu'ils pouvaient faire pour moi. Et je me disais, mais comment je vais rembourser ça? Et ils m'ont dit, tu le rembourseras en travaillant bien et en payant les études de tes enfants. Pas mal, c'est un bon challenge. Donc là, en reparlant de l'enfance, tu as démarré direct sur l'enfance. Écoute, je vois en tous les cas, tu as amené cette photo que je t'ai demandé. Ouais. T'as 7 ans sur cette photo? Ouais, sur cette photo, j'ai 7 ans. Je suis à Bruxelles. À Bruxelles. Voilà, donc je suis à Bruxelles chez ma famille. Et en fait, on est très famille dans ma famille. Moi, du coup, moi y compris. Et c'est un lieu où on se retrouve avec tous mes cousins, tous mes oncles et tantes, mes grands-parents. Chaque année, on a des réunions de famille à Pâques, à Noël. Et j'ai jamais manqué un Noël de ma vie à Bruxelles depuis que je suis né, quoi. Et en fait, mon grand-père bossait à l'Union Européenne. Et du coup, ils habitaient à Bruxelles. Avant, ils habitaient à Rome. Mon père est né à Rome.
Donc on est assez attaché aussi à l'Italie. Mais voilà, depuis qu'ils ont tout rameuté à Bruxelles, mon grand-père a dû déménager de Rome à Bruxelles. Et du coup, c'est le centre de la famille, quoi. Quand tu regardes ce petit garçon, est-ce que tu sens encore les empreintes sensorielles de cette époque? Ouais, bah en fait, j'ai le palais toujours bien rempli, parce qu'on mange énormément là-bas. Chaque fois, on se dit qu'en un week-end, on prend 3 kilos. J'entends les verres qui font gling 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 parce que tout le monde chine. J'entends les grosses voix de mes oncles qui parlent beaucoup. Et les rires de mes cousins avec lesquels on aimait bien faire des petites bêtises. Tu te souviens tu te souviens de ce que tu ressentais quand tu entendais par exemple la grosse voix de tes oncles ou ça te paraissait comment ces hommes qui parlaient fort et qui parlaient beaucoup et qui mangeaient et qui buvaient, ça te faisait quoi toi? Tu avais envie d'être... Aujourd'hui quand tu as cette sensation-là, t'as quelle empreinte de ça? Ouais, je pense que ça a infusé sur beaucoup de choses. Euh, la première, c'est quelque chose qui, d'un côté, alors, il y avait plusieurs choses. Parfois, quand on faisait trop de bêtises, il y avait un de mes oncles, David, qui criait Moi, je vous casse la tête. Donc là, on avait peur. Donc là, on partait se cacher avec tous mes cousins. On est 10 cousins en fait, on est 10 en un an d'écart. Waouh. Voilà. Oh là là, la tribu. Et donc, bon, là, en fait, maintenant, on a compris c'est que juste, il faisait ça pour. Jamais il avait l'intention de nous casser la tête, quoi. Voilà, il n'y a jamais eu aucun problème. Donc, ça, c'était. Quand on était petit, on avait un peu peur de David. On avait Pierre qui, lui, nous appelait pour faire beaucoup de jeux de société. Donc, on jouait énormément tous ensemble avec des jeux de société. Et après, le soir, souvent au dîner ou à l'apéro, il y avait des grands débats sur plein de sujets. Donc depuis tout petit, en fait, on écoutait les gens débattre et ça nous a ouvert sur le monde parce qu'ils parlaient de politique. Donc tu étais ouvert des oreilles. Toi, c'est surtout ton audition qui est sensorielle qui s'est remplie. Ouais, je pense, ouais. Et ce monde des adultes qui parle de plein de trucs Ouais. et que si tu te fais rabrouer, Ouais. tu te dis, oulala, mais moi je laisserai la parole parce que quand même... Non, en fait, ça a plutôt provoqué chez moi le truc inverse, c'est-à-dire que entre eux, déjà, pendant les débats un peu enflammés, ils se coupaient la parole. Et donc, le fait qu'ils le fassent avec nous, plutôt qu'ils changent de comportement et qu'ils nous laissent parler ou tout le monde se tait, machin, c'était plutôt comme s'ils nous considéraient comme des adultes et qu'on était comme tout le monde. Ok. Donc, c'était plutôt c'est bizarre, mais c'était plutôt une marque de considération plutôt que nous traiter différemment parce que on était des enfants et que ok c'est bien, j'ai dit mon truc qui sert à rien. Là, ça nous a permis à la fois d'être curieux et à la fois aussi d'épaissir un peu notre cuir et en même temps de se rendre compte que parfois c'est bien de laisser aussi la parole à l'autre parce qu'on n'aurait peut-être pas nous fait comme ça, mais que dans ce cadre-là, c'était comme ça que ça fonctionnait et donc il fallait parfois savoir dire non, voilà, savoir s'imposer parfois, alors que dans d'autres cadres, savoir plutôt écouter, quoi. T'as d'autres sensations qui te reviennent? Beaucoup de Noël, pour moi, le Noël, il y a notre bûche de Noël. En fait, les Noëls, ça fait, donc j'ai 32 ans que c'est la même chose, avec tous les oncles, les tantes et les cousins. Il y a d'abord l'apéro, il y a le sapin de Noël, le Père Noël, donc c'était au début mon grand-père, après c'était un de mes oncles, maintenant c'est passé à mes cousins, vu qu'il y a les premiers petits cousins qui sont nés, qui sommes déguisés en Père Noël, avec la barbe et tout, et puis il y a la distribution des cadeaux, d'abord pour les petits, puis après pour les adultes. L'apéro, j'ai le goût de foie gras en bouche, de saumon, c'est un conte de Noël, ton histoire. De pruneaux avec du lard, enfin tout ça, quoi. À chaque fois, le saumon fumé avec des toasts. Puis après, il y a la deuxième partie des cadeaux, parce qu'il y avait les enfants, puis l'apéro, puis après les cadeaux, les enfants qui apportent les cadeaux aux adultes. Puis après, on commence le dîner. Là, le dîner, il y a toujours le chapon. Donc à chaque fois, il y a le chapon avec de la farce. Puis derrière, avec des marrons, exactement. Derrière, c'est le moment où va commencer le fromage. Et en même temps, ça va être pour ceux qui le souhaitent, parce qu'on est une grande famille, ceux qui le souhaitent, la messe de minuit.
Donc là, c'est le moment où ça se calme un peu et il y a une partie de ma famille qui va à la messe de minuit. On arrive toujours 10-15 minutes en retard parce qu'il y avait quand même le dîner, qu'on était dans des débats à terminer, et puis on arrive à minuit 10-15 à la messe, et puis à 1h c'est fini, et puis hop, on rentre, et puis comme elle est juste à côté de chez mes grands-parents, on est de retour en 5 minutes. Puis après, donc il y a la fin du fromage, puis le dessert avec la bûche faite par mon oncle, avec la ganache au chocolat, machin. Toujours pareil. Et puis après, c'est le début de la soirée. Et donc là, il y a toutes les musiques. Et c'est toujours la même playlist qu'on met qui est agrémentée avec tous les cousins. Et puis ça gueule, ça chante, ça danse. C'est génial, quoi. Et il y a une musique... à chaque fois, il y a toujours les mêmes musiques. Mais il y en a une que j'aime beaucoup. Je vois mes cousins avec leur mère qui chante. Et c'est... alors, le titre, je le connais pas parce que je suis nul en titre. Mais c'est une musique qui dit « Maman, t'es ma number one », un truc comme ça. Et ils sont comme ça, elle a 3 enfants, donc mes 3 cousins avec ma tante, eux qui regardent leur mère amoureusement en disant t'es ma number one et tout. J'aime beaucoup ce moment. C'est vraiment une image d'Épinal de la famille à Noël. Ah ouais, c'est... Ça fait envie à tout le monde, je pense, ce genre de... Donc toi, tu as été plugué à ça tout petit, et depuis, ça ne s'est pas arrêté. J'ai jamais loupé un Noël et aucun de mes... Il y a juste une fois, une de mes cousines qui a eu une opération pour sa santé à Noël. Qui n'a pas pu venir. Et sinon, tout le monde est toujours venu, quoi. Et moi, ça va être la première fois que là, je vais pas y aller, peut-être. Parce que je vais avoir un enfant. Un enfant à Noël, c'est donc tu vas le mettre dans la crèche. Hein. Voilà, mais le truc, c'est que j'habite à Paris. Et donc, ça va être compliqué si on est à la maternité de se téléporter à Bruxelles. C'est une vraie force de la tribu, ton histoire. Voilà. Donc, en fait, tu as cette, on va dire, que ton intelligence... de ressenti, de sensation, il est directement lié à la famille. Ouais. À l'histoire, en tout cas, à la force du clan, quoi. Ouais, ça c'est très fort. Et chez ma femme, c'est pareil. Ils sont aussi très très famille. Et d'ailleurs, le groupe de WhatsApp de la famille de ma femme s'appelle Le Clan. Vu que tu parlais de clan. Donc voilà, on a deux, chez ma femme et chez moi, on est tous les deux très famille. Donc c'est cool parce qu'au moins on se comprend très bien. Là où ça va être plus compliqué, c'est pour les partages de Noël, du coup. Donc on est en train de tous se mettre d'accord. Vu que c'est intense en toi, vu que ta référence sensorielle, c'est la famille et Noël, faut pas toucher à Noël. Donc déjà, l'enfant qui arrive, il est en train de dégommer parce que lui, en plus, il a décidé d'arriver à ce moment-là. Donc il va faire travailler d'autres ressources que ça. Ouais. Qu'est-ce que tu sens que tu as comme autre ressource que la famille et Noël et cette sensation de force du ensemble du clan? Comme autre ressource sensorielle, hein, de qu'est-ce qui te fait te sentir plein, vivant, te régénère, te met de la joie au cœur? C'est beaucoup dans les relations interpersonnelles. Après, il y a dans ce que mes parents m'ont transmis comme valeur ou comme façon d'être. Par exemple? J'ai toujours ressenti, ils ont toujours eu une grande confiance en moi, ou en mes frères et moi. Et donc nous-mêmes, ça nous a... On a toujours senti qu'on pouvait s'exprimer, tenter des choses. Si on faisait une bêtise, j'ai jamais menti à mes parents. J'ai toujours, quand j'avais fait une bêtise, je leur disais, et puis bon, ils essaient de m'aider, de voir pour que ça se reproduise plus, des choses comme ça. Mais ils ont toujours été très ouverts et très à l'écoute sur ces aspects-là, pour éviter d'avoir un truc où j'aurais fait peut-être des bêtises en cachette et quand je me serais fait engueuler, je le raconterais pas et puis que ça puisse dévier, quoi. Ils nous ont toujours laissé très libres. Ils nous disaient, tant que vous avez des bonnes notes à l'école, faites ce que vous voulez. Ou pas faire des trop grosses bêtises, mais en gros, on pouvait, dès qu'on était en âge de sortir, ils nous ont jamais mis d'horaire de retour à la maison. Vraiment, ça a été toujours on a une enfance très libre. Ils ont essayé de développer la curiosité. Une sensation d'être soutenu. Ouais, et je me suis toujours senti hyper soutenu. Et après, il y a eu beaucoup le sport aussi qui est rentré en ligne de compte. Ouais. Parce que j'ai 2 parents qui sont très sportifs.
Depuis que je suis petit, son premier ultra trail c'était en 2004, donc j'avais 12 ans. C'était la Diagonale des Fous à La Réunion. Et depuis, en fait, il l'a fait 4 fois. Et l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB, il l'a fait 9 fois. Il a fait 3 fois dans le top 100. Bref, il a beaucoup fait d'ultra. Et on l'accompagnait avec mes frères sur le bord sur les sentiers, quoi. Au début, quand on était petit, sur quelques centaines de mètres au kilomètre. Puis plus ça avançait, plus c'était. On faisait 20 bornes, 30 bornes avec lui. Bon, fallait pas que ce soit trop visible parce que sinon il pouvait se faire disqualifier, parce que ça aurait été de la triche. Mais nous, c'était juste qu'on voulait faire un bout de chemin avec notre père, quoi. Et, Ouais. et depuis, ouais, ils nous ont tout de suite mis à faire du sport en plein air avec des gens aussi. Du sport en. Mes frères et moi, on a tout le temps fait au moins simultanément un sport co et un sport individuel. Mais voilà, d'avoir toujours le sport co et le sport individuel. Et le sport co, c'est là, tout dépend pas que de toi, mais c'est là où chaque succès décuple les émotions. Notre climat sensoriel de la photo, en tout cas, de Ouais. 6-7 ans, elle vient muscler notre perception. Ouais. Donc toi, ta perception, tu vois, il y a tout de suite eu des choses avec un curseur, un chouille hors norme quand même. Ouais. Tout le monde Ouais. suit pas son père sur des sentiers qui courent des trails ou des grosses familles de gros Noël. Enfin, c'est un peu ça fait très film Netflix quand même. Oui, tu vois. c'est vrai, mais ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que c'est des moments très intenses, mais on n'est pas à s'envoyer des WhatsApp 10 fois par jour. Pour tous mes cousins, notre moment préféré de l'année, c'est Noël, quoi. Ouais, On se retrouve tous. ouais. Et voilà. Comment tu fais pour gérer aujourd'hui, parce que du coup, tu es équipé pour, je dirais, avoir une vie intense. D'avoir mon entraînement le mardi de hockey sur gazon le mardi soir ou mon match le dimanche, ça me ressource. D'aller courir à Montmartre, les marches de Montmartre, je sais pas combien de fois je les ai faites quand Tu es même. champion du monde de montagne, de descente, des marches de Montmartre. Ouais, c'est ça. À un moment, ça m'est arrivé quand je préparais la Diagonale des Fous en 2023. Je me suis retrouvé être la personne au monde qui avait fait le plus de fois les marches de Montmartre sur 3 mois, quoi. Moi, je te vois passer. Voilà. Donc, mais c'est un moment pour moi, en fait, où je réfléchis. Parfois, j'ai juste besoin de rien réfléchir et je veux juste me donner à fond. Parfois, je réfléchis à des choses qui sont arrivées. C'est un peu une espèce de méditation, en fait. Bien sûr. Et j'ai pas mal de potes qui habitent dans le quartier. J'ai 2 témoins de mariage. Là, on est rue de Clignancourt. J'en ai 2 qui sont rue Poulet. 2 témoins. On fait une sortie dans Montmartre toutes les semaines. Et c'est un petit rituel qu'on a où on se partage chacun notre bonne nouvelle de la semaine. Et c'est génial. Là, on court et puis alors on discute. Et puis tiens, en fait, c'était quoi toi ta nouvelle cette semaine? Ah bah on réfléchit. Et puis moi en fait cette semaine il s'est passé ça. Et puis ça. Et puis ça. On se rend compte qu'en fait à la base, on se dit la bonne nouvelle de la semaine, à la fin, on en a 5 chacun à partager qu'on est trop content de raconter à l'autre, quoi. Donc, ouais, et ça permet à la fois renforcer des relations, à la fois de se dépenser, à la fois d'avoir un moment de gratitude où on se dit, waouh, on a quand même de la chance, quoi. Et donc, c'est super, j'aime bien ce moment-là. Bah, en tous les cas, c'est un équilibre sensoriel. Comment tu fais vivre aujourd'hui, je sais pas, dans ta boîte ou dans tous ces acquis? Dans ma boîte, déjà, comme on est une entreprise de formation, de coaching, on est tous très curieux et tous animés par ces sujets-là. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on a en commun et on a tous la même envie, cette même passion de ce sujet, le même but de faire décoller cette boîte-là sur ce sujet-là, parce qu'on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de bien là-dessus. En formant des managers, c'est des managers qui vont mieux dormir à la nuit, c'est des gens qui ne vont pas partir en burn-out, c'est des gens qui vont être plus fiers de leur boulot, qui vont être plus efficaces, qui, vu qu'ils sont plus efficaces, vont peut-être avoir plus de temps avec leur famille, avec leurs enfants. Enfin, c'est quand même un gros impact, plus que simplement un impact économique. Voilà, il y a ce point de vue-là, le fait d'être tous très soudés. Et après, il y a la partie, c'est un mot un peu galvaudé, mais il y a la partie résilience. Oui. Quand on est entrepreneur, moi je fais beaucoup un gros parallèle entre l'entrepreneuriat et l'ultra trail. C'est vraiment les deux des émotions fortes. Il y a des moments où
as des montagnes à gravir. Dans les deux cas, l'entrepreneuriat, des moments où tu es très très haut et tu doubles des gens et tu as l'impression que tu as plein d'énergie comme dans le trail, que tu signes des contrats, ou que tout se passe bien. Puis tu as des moments où tu es KO, tu n'as plus d'énergie, faut ralentir le rythme, comme dans le trail aussi, quoi. Et il y a un truc que le trail l'ultra trail, on va dire, et le sport en général m'ont apporté, c'est de me rendre compte que notre potentiel est beaucoup plus élevé que ce qu'on croit. C'est-à-dire que au moment où mon cerveau va me dire un ultra, parfois même au bout de 30 ou 40 bornes, ça fait déjà 30 ou 40 bornes que tu es dans la montagne à monter, descendre, t'es KO. Et là tu te dis, punaise, il m'en reste 137 à faire avant l'arrivée, je vais jamais y arriver, quoi. Il ne faut pas penser ça. Et en fait, non, et ton corps te dit, attention, t'es dans le dur, t'es dans le rouge, t'es machin. Mais en fait, ton cerveau commence à te dire que t'es dans le dur, quand en fait, il te reste encore 90% de marge, quoi. Ouais. Je pense que c'est un instinct de survie, quand il sent que là, t'es sur une pente oh, attention, là, ça commence si ça continue, c'est risqué, il peut te mettre des alertes un peu partout. Mais sauf qu'en fait, au bout de 40 bornes, tu commences à être fatigué. Mais n'empêche que j'ai tous mes trails, je suis arrivé au bout de tous mes trails. Moi, je n'ai jamais abandonné un trail, mon père a jamais abandonné un trail et qu'on les a tous finis. Comment tu trouves le flow quand c'est dur, du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu switches et que tu vas pas écouter la douleur ou la tête qui te dit ah. Alors, c'est une écoute différente. C'est juste que au lieu de me dire je suis KO, j'avance plus, je vais pas y arriver, j'abandonne. Je m'écoute et je me dis, oh là, je suis KO, gros coup de mou, si je fais rien, ça va être très très compliqué, quoi. Et donc, je ralentis, je prends plus de temps, mais toujours en avançant, je m'arrête pas, tu vois. Mais ok, j'arrête de courir, je marche. S'il faut que je marche pendant 2 heures d'affilée, le temps de récupérer, mais au moins j'avance. Alors que si je m'arrête pendant 2 heures, Okay. après repartir, c'est hyper dur. Et je me ravitaille. Donc je marche, je bois, je mange des barres. Et n'empêche que tu fais de la marche active, tu marches à 6 à l'heure. Au bout de 2 heures, tu as fait 12 bornes, tu es content de ne pas t'être arrêté pendant 2 heures, quoi. Besoins fondamentaux d'abord, et après on peut... Et après, par contre, quand dans un trail, quand je suis en pleine forme, quand il y a des moments où c'est grisant, quoi, et tu es en pleine forme, là, en plus, je me mets à regarder autour de moi, à me dire, waouh, c'est beau, c'est magnifique, et là, tu te recharges émotionnellement, voilà, de beauté. Et tu essaies de faire durer le moment et l'énergie. Et c'est là où il faut être un peu vigilant, parce que parfois, tu as une énergie dingue qui coule en toi, et en fait, du coup, tu lâches les chevaux, quoi. Et 2 heures après, tu regrettes. Parce que tu te dis, mince, j'ai doublé 200 personnes là pendant 2 heures, je suis allé comme un forain dans la descente, dans la montée et tout. Et après, gros coup de mou, et bon, voilà. Donc, il faut réussir à gérer les pics. Mais c'est génial parce que du coup, ça t'oblige à gérer un peu les pulsions, de l'envoler, de je suis le roi du monde. Exactement. Ouais, donc en fait, ça t'apprend aussi l'humilité. Ouais. Et ce que j'aime bien faire, il y a les trails quand je suis. Souvent, je fais avec mes frères, des potes. Mon père, c'est très rare que j'en fasse tout seul. Donc là, j'écoute pas de musique. Et j'en ai fait quelques-uns tout seul. Et là, je peux me mettre un peu de musique. Et il y a des musiques que j'aime bien écouter pendant mes trails. Je sais pas, l'histoire de la vie, du Roi Lion. Enfin, c'est bête, hein, mais des trucs comme ça. Le Roi Lion pendant le trail, mais ça, j'adore. Et en fait, souvent, en fait, dans les montées comme ça, il faut garder le rythme, il faut tenir. Et c'est trop beau, en plus t'es en pleine nature et t'as l'histoire de la vie dans les oreilles, pleine balle, moi j'adore ça, quoi. Je me souviens, c'était quand on préparait les trails, c'était juste avant la diagonale des fous. On était donc avec mes frères, mon cousin et quelques amis, et mon père qui lui avait une grosse expérience, donc il me disait, il nous coachait un peu. Il disait, il y a un moment, quand vous allez être dans le dur, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais pourquoi j'en chie ? Pourquoi ça ? Pourquoi je m'inflige ça ? Pourquoi j'en chie ? Qu'est-ce que je fous là ? Et tout ça. Et là vient la question, du coup, est-ce que j'abandonne ? Et elle a dit ça. Never give up. Ça, c'est le diable qui vous parle. Ça, faut pas écouter ça.
La seule question, c'est est-ce que si je suis dans un moment où je vais bien, j'avance, quand ça va pas, et il y aura des moments où ça ira pas, c'est ok, je le sais, je ralentis, je me ravitaille, je bois, je mange, mais je continue d'avancer. Je continue d'avancer plus tranquillement, comme ça je ressource en énergie, mais je continue d'avancer et je n'abandonne pas. Et en fait, dans le trail, tu as des barrières horaires à chaque ravitaillement, tu dois être avant une certaine heure à tel endroit. Et il me dit, avant d'abandonner, ce n'est pas possible. En fait, ça rentre même pas en ligne de compte. Et le seul truc, c'est où on te disqualifie, mais c'est pas toi qui abandonne. Exactement. Tant que tu as l'opportunité, tant que tu as la moindre chance d'arriver à temps au prochain ravito, bah t'essayes. Est-ce que toi, du coup, dans les formations que tu fais, t'accompagnes avec ces notions-là de savoir lâcher, ralentir? Ça m'arrive quand je fais des petites conférences, mais après, c'est pas moi qui anime les formations. Généralement, Toi, tu gères la structuration. Ouais, comment ça se passe? En fait, donc moi, j'ai créé la boîte avec 3 associés, donc on est 4 au total. Et ensuite, on a des clients qui ont des besoins en formation et on a un réseau de formateurs qu'on a constitué et donc auquel on va faire appel. Et nous, en fait, ces formateurs, nous, on a créé avec des experts sur certains qui sont les plus grands experts du domaine en France. Par exemple, sur le feedback, on bosse avec Stéphane Mouriou, qui est la référence française du feedback. Avec lui, on a créé des petites capsules vidéo avec la théorie du feedback. On a créé les déroulés des ateliers avec lui. Il y a une alternance entre 2-3 vidéos à regarder, puis un atelier d'1h30, puis 2-3 vidéos à regarder, puis un autre atelier d'1h30, etc. Comme ça en alternance sur un mois, il y a tout un parcours. Et une fois qu'on a constitué tout ça, on a des outils qu'on utilise en ligne. On va utiliser, je sais pas, Global, TeachUp, EduSign pour l'émargement, machin. Et on a donc notre réseau de formateurs qui, lui, on s'assure qu'ils aient l'énergie qu'il faut pour animer correctement. Et on s'assure qu'ils aient l'expertise qu'il faut aussi pour animer correctement. Et une fois qu'ils ont ces 2 trucs-là, quand on a des besoins en formation chez nos clients, on fait appel aux bonnes personnes de notre réseau qui ont l'énergie et ont l'expertise et doivent suivre nos déroulés, utiliser nos outils. C'est vous qui créez l'ingénierie. Ouais, exactement. Et donc comme ça, on s'assure d'avoir un standard de qualité où on connaît tous les programmes, on sait tout ce qui est fait dans nos formations. Mais les formateurs qui animent sont souvent les mêmes parce qu'on en a entre 20 et 30 aujourd'hui qui animent régulièrement des formations avec nous. Ils sont habitués à nos formats, ils connaissent nos déroulés, etc. Nous, on a été incubés à la Station F et donc j'ai demandé à 4 DRH de 4 entreprises. J'ai dit, bah voilà, écoutez, c'était des DRH, je savais qu'elles n'étaient pas forcément satisfaites de l'impact des formations dans leurs entreprises. Et je leur ai dit, bah, venez, je vous invite à Station F pour une bouffe. Je leur ai payé des sushis. Et je leur ai dit, je vous fais visiter Station F. Et après, on se fait un atelier ensemble sur carte blanche, c'est quoi l'expérience de formation du futur. Et donc là, elles m'ont dit, en gros, l'expérience de formation classique, c'est une journée de formation. La théorie, c'est cool, ça fait un peu de team building, c'est cool. En théorie, on a appris plein de choses, on s'est ouvert à plein de choses. Mais dans les changements dans la pratique, en fait, une semaine après, le quotidien a repris ses droits et il n'y a pas des changements de pratique significatifs. On crée un changement, ça prend du temps. Ça prend du temps, exactement, d'en créer un changement. Et en même temps, mes managers, je ne peux pas les mobiliser une journée par mois, tous les 6 mois, enfin pendant 6 mois ou je sais pas quoi. Et donc, on s'est dit, ok, bon, une journée de formation, c'est égal à 7 heures. La question, ça devient, comment est-ce qu'en 7 heures, je peux avoir le plus grand impact possible? Et donc, on a créé ce qui aujourd'hui est notre expérience de formation best-seller, parce qu'on fait d'autres trucs, mais ce qui représente, je dirais, entre 60, les 2 tiers de notre chiffre d'affaires, quoi. C'est 4 ateliers d'1h30. Le mardi, j'ai ma formation au feedback. C'est par exemple sur le feedback, on va avoir un atelier sur comment donner du feedback. Et donc ils vont préparer un feedback positif et un feedback correctif qu'ils vont donner ensuite à leurs collègues. Mais donc c'est, ok, il y a un feedback à qui j'aimerais faire un feedback positif, sur quel sujet, pourquoi, ils vont bien le préparer, pareil pour le correctif. Et ensuite, ils sortent de là, ils vont pouvoir le faire en vrai. L'atelier d'après, ça va être sur comment demander du feedback
sur quel sujet, comment bien réagir quand on me fait ce feedback vu que je vais le demander, parce que si je réagis comme un pied, bah, tu voudras plus jamais me faire de feedback, parce que si je te demande un feedback et que tu me dis un truc et que je te dis bah, c'est pas vrai, mais c'est parce que si, parce que ça, bon, bah, ok, tu vas plus m'en faire quoi. Tac, après un autre atelier sur des routines de feedback à mettre en place avec mon équipe, la semaine encore d'après, comme ça après ça perdure et voilà. Et par contre, pour pouvoir bien pratiquer, il faut un minimum de théorie quoi. Parce que si on n'a pas la théorie, je sais pas, pour donner un feedback, au lieu de donner du feedback, je vais faire n'importe quoi. Je vais faire des critiques, des compliments, des reproches. Déjà, il y a la posture intérieure. Vous avez du mieux se connaître pour mieux manager Vous avez de la connaissance de soi? Ouais. Sur quelle forme? Alors, en fait, souvent, c'est sur le premier atelier, le premier des 4, où il n'y a pas encore eu trop de théorie. Parce que le premier, c'est le kick-off, où là, c'est de la connaissance de soi et comment ce dont on va parler peut me servir. Tu as quelques vidéos à regarder chaque semaine avant l'atelier d'après pour pratiquer. D'accord. Et dans les outils de connaissance de soi, vous utilisez quelle grille de lecture Parce que la connaissance de soi, c'est subtil quand même, tu vois, selon, comme on disait, d'avoir été équipé comme toi, par exemple, à la résilience, à la résistance, à l'humilité, selon une éducation, selon un parcours. Après, ça dépend de ta clientèle, tu me diras. Hein. Mais on sait très bien que l'art de pouvoir être un leader, on va dire, un manager, en tout cas, avoir une intelligence managériale et situationnelle, ça part surtout aussi de la façon dont on se parle à soi et de la posture intérieure et des croyances et des projections, enfin toute une construction qui, elle, et c'est encore une sous-couche, tu vois, pendant des années, on a dit le développement personnel en entreprise, c'est pas possible. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde court après ça parce qu'on se rend compte que on a affaire à des personnes et que si elles sont pas à l'écoute d'elles-mêmes, comme toi tu sais le faire, solides, avec un cadre de référence, ils vont rentrer en mode projection, ils vont pas reconnaître leur solidité, ils vont pas reconnaître leur point de vulnérabilité, ça va tomber sur le collègue d'en face. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, de très important aujourd'hui. Ce qui fait la différence pour moi dans les formations en entreprise, c'est ça. Oui, parce que on se rend compte, il y a ce que moi je crois connaître de moi, puis il y a ce que les autres aussi connaissent de moi. Et donc le fait quand je demande le feedback, quand on m'en donne, ça permet de réconcilier aussi peu à peu l'image que j'ai de moi avec l'image que les autres ont de moi. L'image perçue, l'image voulue. Voilà. Après, et puis après, il y a comment je vais aller m'équiper pour faire bouger ma zone de repère. Voilà, si je suis quelqu'un de stable qui a besoin de stable et que je m'énerve à chaque fois qu'il y en a un qui rentre dans mon bureau sans frapper, on ne va pas devenir flexible tout de suite. Sachant que le plus gros secret, c'est l'adaptabilité. Et du coup, comment devenir adaptable sans se suradapter, un gros challenge. Donc effectivement. L'intelligence émotionnelle, vous la traitez aussi? On la traite on n'a pas une formation dédiée à ça. Vous avez quelle connaissance, toi? C'est quoi, pour toi, la définition de l'intelligence émotionnelle? Nous qui avons parlé de sensoriel, nous qui avons parlé d'émotion, toi dans ton émotion, toi dans tes sensations, toi dans ton enfance, dans ton parcours de sportif, aujourd'hui toi-même, de ce que tu fais de tes émotions, de comment tu ressens, de comment tu vas vers ça. Tu l'as en toi. C'est quoi, toi? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'intelligence émotionnelle. La tienne, pas celle du monde, toi, ta définition. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'intelligence émotionnelle, mais vis-à-vis de soi. Il y a aussi l'intelligence avec l'empathie vis-à-vis des autres. Donc il y a à la fois une partie pour soi, une partie pour les autres. Mais je dirais peut-être ma meilleure définition de l'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre que l'émotion, c'est pas bien ou mal, mais que c'est un indicateur. Tout à fait. C'est un indicateur qui, une fois qu'on sait le lire, nous permet de prendre des actions, de faire ce qui va bien en fonction de l'indicateur qu'on perçoit. Comme par exemple, dans ma voiture, je conduis, j'ai différents indicateurs qui vont être la vitesse à laquelle je vais, le niveau d'essence qui me reste, des choses comme ça. L'émotion qui est générée, c'est un indicateur que je perçois, que mon corps m'envoie. Toi, par exemple, la peur, ça envoie quoi comme indication?
Là, ça va dépendre de la situation. Après, c'est juste de réussir quand je ressens une émotion, de me dire, ok, là, je ressens quelque chose, cette émotion, et qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, et du coup, comment, si je prends un peu de recul, comment il faut réagir. Quand il y a une émotion, généralement, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur ce besoin-là? Qu'est-ce qui pourrait satisfaire ce besoin ou pas? Est-ce que d'ailleurs ce besoin, est-ce qu'il est vraiment légitime ou pas? Ou est-ce que d'où ça me vient ce besoin? Genre Noël. Voilà. Donc ça peut questionner plein de choses, une émotion une fois qu'on l'a, mais pour moi c'est juste une émotion. Il y a l'intelligence émotionnelle, c'est déjà comprendre que l'émotion n'est qu'un indicateur et qu'elle n'est ni positive ni négative. Ouais, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un langage. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pas toi qui es intelligent parce que tu gères tes émotions. C'est que l'émotion est intelligente parce qu'elle est plus forte que toi. C'est clair, oui. C'est comme quand tu dévales et que tu es content, là. Si tu te la pètes, tu peux être sûr que ça va péter. Ça va péter, oui. Donc c'est, comme disait ton père, ta voix qui te parle, c'est le diable. L'émotion qui te parle, c'est ton ange, gardien. C'est clair, oui. C'est clair. Tu vois, donc c'est vrai que c'est un équilibre entre tous les petits Jiminy Cricket que tu peux avoir dans la tête, un peu en mode confiance, ou alors je te dis que tu vas pas y arriver, enfin tous les petits, tu vois, les petits trucs comme ça challengeants que tu peux avoir, etc. Et en même temps, si tu as une bonne connexion à tes sensations et te connaître, comme tout ce que tu as décrit auparavant, tu as cette ressource d'écouter l'émotion. Et l'émotion, elle t'indique ton besoin. Elle émotionne de bouger d'un état à un autre. Et donc, si tu as une bonne écoute sensorielle, tu as une bonne écoute de ton besoin et tu peux réguler quand il faut réguler ou acter quand il faut acter et tu vas être résilient. Parce qu'en fait, la résilience, c'est faire quelque chose d'un trauma, entre guillemets, plus ou moins fort. Évidemment qu'il y a des gens qui ne sont pas équipés forcément de la même façon selon la dose traumatique qu'ils ont subie dans leur histoire. Donc la résilience... c'est quelque chose qui est vraiment très propre à chacun. Dans tous les cas, dans la formation, la qualité énergétique d'alignement intellectuel, émotionnel et physique, pour moi, c'est l'équilibre fondamental pour pouvoir aller dérouler des slides de connaissances. Parce que tu peux avoir toute la bonne volonté du monde de bien... Attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ouais, donc je vais reformuler, je vais regarder que l'autre, il n'est pas dans le même mindset que moi, avoir un esprit gagnant, et ou de voir un peu des postures, adultes, enfants, enfin toutes les techniques que tu peux avoir, il faut que il y ait une essence dedans. Et cette essence, c'est du charisme, c'est comme de construire un charisme durable pour les managers, et que c'est ça qui va faire le petit supplément et que ça va y aller. Tu vois, comme toi, je te dis que j'ai terminé, j'ai terminé mon try. Et ça, je trouve que remettre de l'énergie dans l'humanité quand on fait des soft skills, c'est un sacré challenge. Surtout dans des plans PSE ou des choses comme ça où les gens sont en souffrance ou des choses comme ça où tu viens pour essayer de les rééquiper, ne serait-ce que pour qu'ils puissent rebondir ou que la boîte qui est en fragilité, tu as une énorme gestion de conflits sur des histoires d'équipe où il y a eu des scissions, des licenciements, des différences générationnelles ou des choses comme ça. Si chacun a cette écoute, en tout cas est équipé pour écouter d'où il part, sans se mentir, et savoir que l'émotion qui est représentée, le vivier de la vulnérabilité, et non, c'est pas bien d'être en colère, ou c'est pas bien d'être triste, ou c'est pas bien d'avoir peur, soit fort, soit parfait, fait plaisir, ça marche pas. Surtout dans des boîtes assez compétitives, parce qu'inévitablement, ça rôde comme tu parlais de l'échec, ça va si on s'en sert. Si tu t'en sers pas parce que et tu rechutes, et que tu n'as pas écouté l'émotion, ce qu'elle te disait, des fois tu payes cher, quoi. Et les burn-out, même tu as beau équiper les gens, des fois ils sont obligés d'aller dans le mur pour comprendre qu'il fallait freiner, ou pour trouver le frein tout simplement. Donc c'est une éducation au long cours. Il y a un truc qui était intéressant dans ce que qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est tu as lâché un petit virgule sans se mentir, virgule. Quand tu parlais de savoir d'où je viens, de la connaissance de soi, etc. Et ça, c'est un des trucs qui, je pense, en entreprise est très compliqué. C'est culturel. C'est le fait de
Parce que c'est là où je disais que le feedback, c'est très intéressant. Parce que on peut avoir tendance à se mentir à soi-même. Le premier feedback, il est avec soi-même. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je me dis et comment je me pense. Voilà. Donc déjà, tu as du boulot, quoi. Et on peut parfois se voir moins bien que ce qu'on est, avec le syndrome de l'imposteur notamment. Et puis souvent, il y en a aussi qui peuvent se voir plus beaux qu'ils ne sont. Et là aussi, ça peut être un problème. Ben, tu connais ce fameux biais quand tu arrives dans une salle, c'est Olivier Sibony, tu connais, qui commençait toutes ses conférences par ça, où il demandait aux gens qui conduit dans la salle, tout le monde lève le doigt, qui conduit bien, tout le monde lève le doigt. Alors qu'on passe notre temps à dire mais conduis quoi. Je crois que c'était même je crois que c'est carrément, il dit qui pense conduire mieux que la moyenne. Oui, c'est ça. Oui, t'as raison. Carrément, il y va comme ça. Ouais, tu vois, moi, j'aurais même pas osé. Qui pense conduire mieux que la moyenne des gens. Et là, tout le monde lève la main, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais tu vois bien, sur la route, quand tu fais une erreur, tu t'autorises à plein de choses. Et quand c'est quelqu'un qui le fait, regarde ta réactivité. Donc ça, c'est vraiment un biais énorme. Tu vois, c'est comme le biais de confirmation, quoi, de vouloir toujours... tu le vois avec le data, il est uniquement basé là-dessus, quoi. C'est-à-dire, tu as raison de penser ce que tu penses, puisque ça te fait des likes. Exactement. Donc effectivement, on peut avoir des cerveaux assez déformés, et c'est vrai que selon les cultures d'entreprise, les âges, l'intergénérationnel, selon les milieux, il y a des endroits où ça a du mal à passer la com, parce que du coup, le cadre de référence émotionnel est complètement différent. Tu vois, selon l'univers où tu as grandi, selon comment tu as passé les épreuves, selon, je sais pas moi, tu as eu un accident de ski, tu as passé un an à l'hôpital, tu reviens pas pareil. C'est clair. Donc être équipé, je comprends que le trail, en tout cas, tu es entraîné à être équipé, à la notion de résilience, à la notion et de vouloir transmettre ses forces là, vives, dans des formations en entreprise, c'est super pertinent. Moi, je pense qu'aussi, peut-être, après peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai observé, c'est d'expérience peut-être qui est d'une autre époque, c'est que l'émotion est énormément, et je le vois avec Sensoscopie, est énormément codifiée par les odeurs, les sons et ton environnement. Tu vois. Et donc, et comment tu as été éduqué? Tu vois, toi, je ne vais pas te refaire le coup de Noël. Je te plug l'émotion, c'est-à-dire quand bien même dans ta vie, tu as des bouées de sauvetage partout. Quoi. Moi, je pense que voilà, l'histoire des bouées, tu vois, d'arriver à trouver les ressources quand elles ont été construites. Moi, je sais que je suis une endurante et tout aussi. Et c'est de savoir comment se revitaliser, ça donne une force. Que même quand tu es affaibli, à terre, à l'hosto, malade, tu t'écoutes et tu sais rebondir. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose à cultiver. Même là, tu vois, on parlait de peur tout à l'heure. Et même la peur, c'est une émotion. Mais même cette émotion-là, derrière, de réussir à la décortiquer ou un peu à la comprendre. À l'accueillir. Déjà, à l'accueillir. Et après, de comprendre, mais pourquoi j'ai peur? Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on a peur. Ça peut être parce que peut-être j'ai un truc qui s'est passé quand j'étais petit, et voilà, ça m'y fait penser. Ça peut être parce que je connais pas, donc c'est l'inconnu, donc j'ai peur. Mais cette peur de l'inconnu, est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut que j'y aille pas? Ou est-ce que, en fait, mais tiens, et si en fait, je transformais ça en curiosité et que j'allais voir ce qui se passe? Et en fait, peut-être que ça me ferait grandir aussi. Alors que parfois, je peux avoir des peurs où, ah bah non, là c'est parce que ça m'est déjà arrivé et j'ai déjà eu une grosse galère avec ça. Et maintenant, j'ai peur pour plus le faire et je sais qu'il faut plus le faire. Donc même une émotion qui peut être paralysante, de réussir à l'accueillir, mais après de prendre un peu de hauteur et de dire attends, c'est quoi ce truc qu'il y a derrière et c'est quoi du coup la réaction adaptée suite à ça. C'est une gymnastique mais qui est hyper intéressante et c'est là où je dis bah voilà, la peur c'est pas bien, c'est pas mal, c'est un indicateur. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça avec tes trois associés? Il y a eu un déclic à un moment donné? Ouais, il y a eu un déclic. Alors ça a été un long chemin. À titre perso, je me suis toujours dit qu'un jour je voulais être prof. Parce que. Transmettre. Ouais, transmettre, je trouve que c'est un magnifique métier. On t'a tellement transmis. Et j'ai eu beaucoup de chance, exactement, qu'on me transmette beaucoup de choses.
Comme je l'avais dit au début du podcast, j'ai beaucoup de profs dans ma famille et je trouve ça génial, quoi. Et donc, je me disais qu'un jour, ça me plairait bien d'être prof. J'avais aussi soif. Après, il y a beaucoup de rôles modèles, hein, donc j'ai été influencé par des gens de ma famille. J'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. Et la liberté de ces gens-là, je trouvais ça dingue. Et c'est peut-être le truc le plus important pour moi, même quand on dit liberté, égalité, fraternité, c'est liberté, quoi. Et, l'entrepreneuriat, c'est un truc que je voulais faire aussi. Et en fait, Faster Class était un moyen de réconcilier à la fois la partie volonté, et éducation, formation. Vu que je pense qu'aujourd'hui, en fait, le monde change tellement vite. On ne peut jamais se considérer comme un produit fini, quoi. Il faut surtout rester vivant. Et il faut rester vivant. Et donc, de se former tout au long et continuer d'apprendre tout au long de sa vie, c'est primordial. Et donc, il y a l'éducation, il y a l'école. Et après, il y a la formation tout au long de sa vie, quoi. Ouais. Et après, et les soft skills, pourquoi aussi? Parce que je pense que c'est ce qui va faire la diff entre deux entreprises. C'est-à-dire que si tu as deux entreprises concurrentes, ce qui va faire la différence, c'est pas est-ce que pour leur CRM, ils utilisent HubSpot ou Salesforce ou que sais-je. Ce qui va faire la diff, c'est la capacité des gens à bosser ensemble. Et donc si d'un côté, il y a un manager qui est complètement naze, et du coup, il y a beaucoup de turnover dans son équipe, tu as des gens qui peuvent faire des burn-out, que c'est mal organisé, du coup, ils gèrent mal leur charge mentale, les projets sont livrés en retard, etc. Et que de l'autre côté, ça tourne bien, les gens sont bien. On a plaisir à travailler ensemble, parce que la notion de plaisir, ça serait ouais. bien qu'on la garde quand même, de travailler, parce que de le travail, plus personne ne veut bosser après. Voilà, donc si on prend du plaisir à bosser ensemble, et que du coup, les gens restent, et bossent avec le manager et souvent d'ailleurs on se rend compte quand les gens partent, ils partent parce que ça se passe pas bien avec leur manager. Ouais, et puis retrouver la noblesse du travail en fait, parce que c'est quand même un épanouissement. Et aujourd'hui c'est devenu quelque chose, c'est difficile je trouve. Et moi du coup, en ayant créé ma boîte, j'ai la chance de m'éclater au quotidien. Et comment tu as trouvé tes partenaires de travail? Tu les connaissais de l'école ou tu les as trouvés dans ton chemin après? Alors le premier que j'ai connu, c'est Amaury, qui est designer, qui a fait une école qui s'appelle NC Les Ateliers. Et en fait, moi j'ai fait une autre école qui s'appelle ESCP Business School. Okay. Et il y a un parcours entrepreneuriat à l'ESCP. Et donc à l'ESCP, dans ce parcours, on était à l'époque, ça a peut-être changé depuis, mais à l'époque, on était la moitié qui venait de l'ESCP et l'autre moitié qui venait d'autres écoles d'informatique, d'art, de design, d'ingénieur, etc. Et j'ai rencontré là Amaury. On a fait, comme on avait les mêmes centres d'intérêt, on avait 5 projets à monter en 4 mois. C'était très intense. On était sur les 5 projets toujours ensemble. On s'est rendu compte qu'on bossait super bien ensemble. Et donc on a voulu monter notre boîte ensemble à la fin de ce truc-là. Il se trouve que par opportunisme, ou je sais pas comment dire ça, ou mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais... facilité. En fait, à la fin de ce cursus entrepreneurial, ça se terminait par la fin, c'était un concours de projet de start-up qui était... un hackathon C'était pas l'hackathon avec Epitech, Sciences Po et l'ENA? Non. Tu sais, ils faisaient des trucs comme ça, passer un temps, je me souviens. Ouais, mais là, c'était pas ça. Okay. Là, c'était... on était à la Défense, à la Tour First là, de EY. Okay, ouais. Et on avait dans le jury plein de grosses boîtes. Il y avait EY, EDF, etc. Et c'était un peu un bar à projet. En fait, tu venais présenter, tu venais pitcher. On venait pitcher notre projet. Mais ça faisait un mois qu'on bossait dessus. Mais ça restait juste au stade de projet, quoi. Et en fait, à la fin, on avait gagné le prix de l'innovation sociale, on avait gagné un prix à ce truc-là. Et les membres du jury, certains étaient venus nous voir en disant « mais si vous le lancez vraiment, nous on est intéressés, quoi ». Ah cool. Et donc on s'est dit, je sais pas, moi j'aime pas trop avoir des regrets, me dire si j'avais fait ça, qu'est-ce qui serait passé, machin et tout. On y va. Voilà, donc on était un groupe de 6. Sur le groupe de 6, on s'est dit bon, qui est chaud de le lancer vraiment? Amaury direct fait ouais, moi je dis moi, on était 2. Il y avait une 3e, Maud, qui pouvait, mais elle a essayé un peu, puis finalement elle était pas sûre, et puis elle avait
bref, elle avait aussi un autre projet peut-être, donc finalement elle a fait un peu avec nous au début, puis finalement elle est partie sur l'autre projet. Donc on s'est retrouvés tous les deux, et il nous fallait un tech. Donc là on s'est dit bon bah qui... Mais là c'est pas Faster Class en fait, c'était un autre projet, quoi. Ok, mais c'était le début. Mais c'était les débuts, c'était un truc qui bien. s'appelait Wispoo, et en fait c'est pour recréer du lien dans les entreprises, c'était une plateforme d'activité entre collègues, et les clients c'était les grosses boîtes, et EDF nous avait dit bah, si vous le lancez, nous on est intéressés, EY pareil, genre. Donc hop, on a créé ce truc-là, il nous fallait un tech, et Amaury a un ami d'enfance qu'il a connu depuis la maternelle, qui est devenu développeur web, quoi, développeur informatique. Et donc on s'est dit bon bah vas-y, moi je l'ai rencontré, aussi à l'époque j'étais en échange au Canada, et donc on a fait une visio. J'étais en train de jouer au squash avec un de mes colocs, et donc sur le bord du terrain du squash, j'ai rencontré Thibaut, le troisième associé. Puis ça a bien fité, on a lancé le truc à 3. Puis au cours de l'aventure, on a recruté à un moment Swad, donc elle qui a fait Sciences Po Paris, grosse bosseuse, hyper sympa. Et donc on l'a recrutée en CDI. Puis à un moment, en fait, ce projet, on a dû pivoter. On s'est rendu compte que ça allait aller dans le mur, quoi. Parce que notamment nos clients nous achetaient, mais nous achetaient pour les mauvaises raisons, ils ne voulaient pas que ça marche. C'est-à-dire qu'ils nous achetaient parce que les grosses boîtes, RSE. Voilà, RSE et marque employeur, et galéraient à recruter des jeunes. Yes. Et ils disaient, bah, il faut qu'on Oui, arrive à recruter des jeunes. On va faire Disneyland. Voilà, donc on va faire Disneyland. Sauf qu'une fois nous, c'était pas du tout l'objectif non plus de faire Disneyland dans la boîte, mais bon, ok. Et après, une fois qu'on veut le lancer chez eux, ils veulent pas trop que ça marche parce que faut quand même bosser, quoi. Donc en fait, ils veulent dire qu'ils ont lancé ça, mais ils veulent pas que les gens l'utilisent. Et on s'en est rendu compte parce que au début, on avait un truc, on avait une prestation supplémentaire, on vous aide à lancer le Wispoo. Ils la prenaient jamais. Mais au bout d'un moment, j'ai dit bon, maintenant, il faut que les trucs marchent quand même, donc on vous aide gratuitement. Et là, ils nous disaient non, mais c'est bon, on se débrouille, on n'a pas besoin de votre aide, quoi. Et en fait, ils mettaient un petit email, seul truc, et après, ils n'en parlaient plus jamais, quoi. Donc là, on s'est dit bon, en fait, il n'y a aucune chance que ça marche. Et d'ailleurs, les workplaces de Facebook qui s'étaient lancés après Wispoo était vraiment dans les tout premiers. Ben, il y a eu Yammer avec Microsoft, Workplace de Facebook qui sont lancés entre 1 et 2 ans après Babyfoot, nous. ça va, après non. Voilà, et tout cela, ils galèrent de ouf. Je ne sais même pas à quel point il y a encore des Yammer ou des Workplace. Donc bref, on s'est rendu compte que ça n'allait pas marcher. Et en creusant sur mais les activités qui ont marché le mieux malgré tout, lesquelles c'était, on s'est rendu compte que c'est les activités où les gens s'apprenaient des trucs entre eux. Le codev. L'histoire du dev personnel, il est quand même intéressant dans le sens où tu te connais un peu mieux dans les biais d'émotions, justement. Tu vois que la peur, elle va pas ni te paralyser, ni être un moteur. Ouais, je marche à l'adrénaline. Ouais. Mais au moins, il y a un discernement, tu vois. C'est-à-dire que la différence entre le jugement et le discernement, c'est qu'il y a la conscience qui s'y est mise. Donc c'est cool, quoi. Donc, est-ce que je peux te dire que pour prendre de la hauteur quand on a peur, tu montes sur la butte Montmartre? Ouais, en vrai, ouais. Alors, prenez tout. Alors, prenez la petite montagne ou un escabeau, je ne sais pas. Ou peut-être trouver un nouvel exercice pour prendre de la hauteur par rapport à ses émotions. Juste, tu montes sur la table, en fait. Ouais. Chacun son petit Montmartre. Voilà. On voit d'ailleurs d'où on est pour le podcast, là. Magnifique. Bah ouais, voilà, monte sur la butte, tu verras Montmartre. mais voilà. Et moi, ça va être un truc qui est peut-être... ça va pas être la pensée majoritaire, je pense que je vais dire là. Mais je pense même que le monde va de mieux en mieux. Donc aujourd'hui, on entend souvent que ça va pas, qu'on est en train de tout brûler, tout détruire, machin. Là, maintenant, la question, c'est de réussir à trouver la solution face à ce problème-là. Mais si on regarde dans l'histoire de l'humanité, le monde, rien que l'espèce humaine, je parle entre il y a 5000 ans et il y a 3000 ans déjà, ils vivaient pareil, il n'y avait pas beaucoup d'évolution, mais peu à peu on évolue. Mais maintenant, si on regarde entre il y a 200 ans et aujourd'hui, il y a 200 ans, l'espérance de vie c'était 35 ans. Aujourd'hui, si on n'est pas à 80 ans, on est en dessous de l'espérance de vie. Et on se faisait arracher les dents à la tenaille sans anesthésie. Voilà, on se faisait arracher les dents, il n'y avait pas de lunettes. Moi, je me suis fait opérer des yeux, je vois comme un lynx, j'ai 12 sur 10, alors qu'il y a 200 ans, il y a 1000 ans, j'étais myope de fou, quoi. Les maladies, on les soigne, on a des vaccins. Les gens ne savaient pas lire. Il y avait 10% du monde qui savait lire il y a 200 ans.
Aujourd'hui, c'est 90% peut-être qui C'était sait une lire. autre façon d'habiter le monde, on va dire. Il y a l'éducation, tout le monde on est plus éduqué, on mange mieux, on vit plus longtemps, il y a une plus grande part de la population qui a accès à de l'eau potable. Les gens qui vivent dans l'extrême pauvreté, il y en a toujours trop, mais il y en a beaucoup moins en part de la population mondiale qu'il y a 200 ans. Enfin, donc globalement quand même, si on prend une hauteur de 200 ans, toutes les courbes vont dans le bon sens. Alors maintenant, c'est ok, on s'est rendu compte qu'on a réussi à améliorer la chose pour l'être humain. Maintenant, il faut aussi améliorer les choses pour la planète entière, et pas que l'être humain. Mais même quand on dit faire preuve d'humanisme, en fait, c'est du bien, quoi. Et je pense que l'être humain va réussir par toute sa créativité, sa résilience, à trouver des solutions pour que le monde continue d'aller mieux, et pas qu'à l'échelle de l'être humain, mais même de la planète, quoi. On va rester là-dessus, Raphaël, parce que là, c'est trop beau. Franchement, cette leçon d'optimisme, je te remercie. Je vois que ton intelligence sensorielle ne t'a pas lâché, que tu es bien équipé pour nourrir l'humanité et te nourrir toi-même. Merci beaucoup. Et accueillir ton enfant prochainement. Ouais, j'ai hâte. Merci beaucoup à toi, en tous les cas. Merci à toi. C'était super. Si vous aussi, vous avez été réceptif à l'engagement et l'optimisme de Raphaël, je vous encourage à nourrir chaque jour de vibrations positives et que votre enthousiasme rayonne dans le monde. Que votre intelligence sensorielle résonne ou pas avec Noël, le sport, la transmission, j'espère que vous avez passé un agréable moment, car la souffrance ne fait du bien à personne, alors autant transmuter et se muscler à contribuer à un certain esprit de Noël. Si vous voulez en savoir plus sur les parcours de transmission de Faster Class, vous trouverez le lien du site en description de l'épisode avec les contacts de Raphaël Maisonnier et ses associés. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode sensoriel du 15 décembre qui aura du flair et saura vous plaire, avec tout un univers principalement olfactif et paf dans le pif. Et d'ici là, sentez-vous bien.